Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous continuons notre rubrique des démons à queue avec les démons à 3 et 2 queues, Sanbi et Nibi, ainsi que leurs Jinchuriki, Yagura et Yugitoni. Sanbi et Nibi sont tous deux des démons à queue qui n'ont pas été énormément mis en avant dans la trame principale de l'histoire de Naruto. Pourtant, Sanbi est le seul démon à avoir permis de lever le mystère sur l'existence des Biju. Nos deux démons ont tous les deux pas mal de références dans leur création et nous pouvons également constater que Kishimoto a eu pas mal d'inspiration pour l'histoire de leur Jinchuriki. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Sanbi, Yagura, Nibi et Yugitoni. Les origines de Sanbi. Vous connaissez la chanson après plusieurs vidéos, Sanbi, tout comme les autres démons à queue, a vu le jour lorsque l'ermite Rikudo divisa le chakra de Jubi en 9 créatures. Sanbi, de son prénom Izobu, est une tortue géante à 3 queues. Il est de couleur verte et rouge dont la tête est protégée par une carapace inférieure en plus de celle du dessus inspirée à la fois du kappa, de Genbu et d'un peu d'être humain pour la tête. Je sens que je vous ai perdu là, non? Voyons un petit peu quelles sont ces créatures. Le kappa ou Kawataro, qui veut littéralement dire garçon de la rivière en japonais, est un monstre du folklore nippon. Il est décrit comme étant un génie ou un diablotindo. Le kappa est réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Les kappas ont une apparence de tortue anthropomorphe, ce qui veut dire humanisée, parfois avec une bouche en forme de bec et le sommet du crâne légèrement creusé entouré de cheveux. Le kappa est une créature extrêmement commune au BD et au manga, et nous pouvons en retrouver dans de nombreuses licences comme par exemple pour les plus connus, One Piece avec le personnage de Kawamatsu, Inuyasha, Gintama et bien d'autres. Le kappa est également présent dans de nombreux jeux vidéo, notamment dans l'univers de Mario avec les Koopas, ou encore dans Final Fantasy ou plus récemment Yokai Watch. Le Genbu, lui, n'est pas une créature du folklore japonais. Le Genbu ou Xuanwu en chinois est l'un des 4 animaux totems des Orients et du zodiaque chinois. C'est aussi l'un des 5 animaux fantastiques de la théorie des 5 éléments. Associé au nord, à l'hiver et à l'eau, sa forme daterait de la dynastie Zhou. Son nom chinois est composé des mots obscurs et guerriers et sa carapace évoque une armure. Le Genbu fait une apparition plus discrète dans les jeux vidéo ou les mangas, mais on le retrouve dans le jeu Tenchu 2 ou encore en tant que personnage dans la série Senseiya Omega. Izobu a une particularité qui le détache des autres Biju. Au moment de l'histoire de Naruto, le dernier Jinchuriki connu était Yagura, dont je vous parlerai dans le point suivant. Or, au moment de la chasse aux Biju, Izobu n'avait déjà plus de Jinchuriki. D'ailleurs, c'est totalement mis en avant lors de l'arc hors-série Sanbi de l'anime Naruto Shippuden. Bon, jusque-là, rien de bien intéressant, vous me direz, non? Remontons dans le temps. Plus exactement, lors de la mission où Kakashi tenta de sauver Lin qui était kidnappée par des ninjas de Kiri. Rappelez-vous, c'est d'ailleurs au moment où Obito sera témoin du meurtre de Lin par Kakashi. Sanbi avait été scellé dans Lin afin qu'il détruise Konoha. En gros, c'était un cheval de Troie. Afin d'éviter la catastrophe, Lin se plaça devant Kakashi qui la protégeait alors des ninjas de Kiri et elle se fit transpercer par le Chidori de Kakashi. Avec ce drame, les lecteurs ont pu apprendre que les Biju, lors de la mort de leur Jinchuriki, ne mouraient pas vraiment, mais réapparaissaient sur Terre quelques temps plus tard. À ce moment-là, Sanbi réapparut dans un lac quelques années plus tard et ne possédait pas l'intelligence nécessaire pour exploiter sa puissance phénoménale et suivait donc ses instincts bestiaux. Lorsque Sanbi fut capturé par Deidara et Tobi, il se trouvait dans un grand lac et n'avait pas de Jinchuriki. Tobi demanda à Deidara s'il avait vu sa technique contre Sanbi, prétendant qu'il l'avait assommé en un coup. D'après Deidara, le fait qu'il n'était pas scellé dans un autre le rendait plus faible que d'habitude, puisqu'il ne savait pas utiliser correctement ses pouvoirs. Sanbi est donc le seul démon ayant permis de vérifier le cas de figure où un Jinchuriki mourrait avec son Biju scellé en lui, le tuant du même coup mais temporairement puisqu'il réapparaît sur Terre quelques temps plus tard, plus faible mais libre. Yagura Karatashi. Yagura était le dernier Jinchuriki connu de Sanbi et également le 4e Mizukage du village de Kiri. C'est d'ailleurs pendant son règne que le village a été appelé le village de la brume sanglante à cause des rituels barbares où les apprentis ninjas de l'académie s'entretuaient pour obtenir leur diplôme. Il avait une apparence juvénile mais pourtant Yagura était bel et bien un homme adulte. Il était dans un premier temps très formel, franc et diplomate, un kage quoi. Pourtant, il avait également un côté fier et exubérant et n'aimait pas qu'on le prenne pour ce qu'il n'était pas. Notamment quand Naruto pensait qu'il était faible et plus jeune que lui et donc qu'il était décédé avant d'avoir pu profiter pleinement de la vie. Yagura était très fier de son parcours en tant que Mizukage, il affirmait même qu'il s'était distingué de ses pairs durant sa vie. Tu m'étonnes. Durant son règne sous le titre de Mizukage, il était reconnu comme étant quelqu'un qui n'avait aucune tolérance pour les traîtres ou les déserteurs. Il était impitoyable au combat et ne perdait pas de temps pour tuer ses adversaires en passant rapidement à la forme 2 de son Biju. Son règne en tant que Mizukage se vit marqué déjà, comme je vous l'ai dit, à cause de la réputation du village avec l'examen de l'académie, mais également car il a eu contre lui une tentative de coup d'état de la part des 7 épéistes de la brume. Tentative qui a échoué et a forcé ses ninjas à devenir des déserteurs et à quitter le village. Il y a peu d'informations par rapport à ses
compétences, mais ce qui est sûr c'est que Yagura était un shinobi très puissant, assez pour devenir Mizukage. Il était également l'un des seuls Jinchuriki à parfaitement contrôler son démon à queue. Il pratiquait apparemment le combat au corps à corps puisque son bâton à fleurs vertes était une arme de cette pratique. Il possédait également une grande maîtrise du Suiton. Quand on dresse le portrait de Yagura, on constate qu'il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Après tout, il ressemble à un enfant alors que c'est un homme adulte légèrement taré, n'est-ce pas? Pourtant, au fil de l'histoire de Naruto, nous apprenons que finalement, Yagura n'était peut-être pas le tortionnaire qui nous était décrit dans l'histoire du village de Kiri. Mei Terumi, la 5e Mizukage, avait découvert que Yagura avait été manipulé par Tobi grâce à son Sharingan, et que donc toutes les décisions prises pour faire devenir le village de Kiri le village sanglant n'étaient pas réellement de sa responsabilité. Kisame était au courant, et c'est ce qui l'a poussé à déserter le village de Kiri. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur Kisame, je t'invite à aller la voir pour en savoir plus. Il y a énormément de mystères autour de la mort de Yagura. Nous savons qu'il était sous l'emprise de Tobi alors qu'il était toujours le Jinchuriki de Sambi. Pourtant, quand celui-ci a été capturé par Deidara et Tobi, il était libre, ce qui veut dire que Yagura a été tué en tant que Jinchuriki. Alors que s'est-il passé? Comment Yagura a pu mourir alors qu'il était sous l'emprise de Tobi? Un nouveau coup d'état? Ou alors aurait-il été l'un des premiers à être victime de l'extraction de son bijou, mais que ça aurait échoué et donc poussé à l'Akatsuki à capturer les bijoux dans l'ordre croissant du nombre de queues? Dites-moi vos théories par commentaire. Les origines de Nibi. Nibi, de son prénom Matatabi, est mon démon à queue préféré avec Kyubi. Oui, j'aime les chats. Mais avant d'être mon chouchou, il est un monstre chat à 2 queues. Son apparence est celui d'un chat de feu bleu inspiré de la créature folklorique appelée Nekomata, qui est une version maléfique de Bakeneko, associée à la mort. Ne vous inquiétez pas, je vous dis tout sur ces créatures. Le Bakeneko est une légende du folklore japonais transmise oralement qui serait à l'origine du bobtail japonais. Si tu ne sais pas ce que c'est simplement une race de chat qui est trop mignon. Le Bakeneko est un chat ayant des pouvoirs surnaturels, tout comme le Kitsune et le Tanuki, qu'il obtient en atteignant l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Un âge de 13 ans, un poids de plus d'1 kan, c'est une unité de poids japonaise qui correspond environ à 3,5 kg, et une très longue queue. Maintenant, vous ne regardez plus votre gros matou de la même manière. Il arrive parfois que cette fameuse longue queue se divise en deux, faisant alors du Bakeneko un Nekomata. Un Nekomata est un type de fantôme légendaire en forme de chat, issu lui aussi du folklore japonais et des Keidan classiques. Le mot Keidan définit en gros les histoires de fantômes japonais. Il existe 2 types de Nekomata, l'un qui vit dans les montagnes et les chats domestiques qui vieillissent et se transforment. Selon un ouvrage du Japon médiéval, il y a une mention selon laquelle un Nekomata mangea et tua plusieurs personnes dans une nuit, et cela au début de la période Kamakura. Il s'agit de la première apparition du Nekomata dans la littérature, et le Nekomata y est décrit comme une bête dans les montagnes. Toutefois, dans le Meigetsuki, en ce qui concerne leur apparence, il a été écrit « Ils ont des yeux comme un chat et ils ont un gros corps comme un chien ». Selon plusieurs ouvrages, les Nekomata se cachent dans les recoins des montagnes, et il y a des histoires où on peut se demander si la bête n'est pas un léopard ou une panthère. Voilà, un gentil minou quoi. Bref, revenons-en à notre minou. Matatabi a été scellé dans Yugitoni du village de Kumo. Tout comme pour Shukaku, les hommes croyaient que Matatabi était l'esprit d'un homme corrompu. Matatabi tomba finalement entre les mains de Kumo et fut scellé en Yugitoni à l'âge de 2 ans. La jeune fille fut ensuite soumise à un entraînement odieux pour apprendre à contrôler le pouvoir du démon chat à 2 queues. Sur les murs de la caverne située derrière les chutes de la vérité sur l'île du pays de la foudre, où les Jinchuriki apprennent à contrôler les démons en eux, il y a des peintures murales représentant Matatabi et Gyuki, ce qui montre que ces bijoux sont liés à Kumo depuis longtemps. Au fil des vidéos, vous avez pu voir que les démons avaient chacun leur point fort. Matatabi n'est pas sans reste puisqu'il était doté de muscles flexibles et d'une très grande vitesse mêlée à une force brute et colossale, comme nous avons pu le voir lors de son affrontement avec Yugito contre Hidan et Kakuzu. Son corps est couvert de flammes extrêmement brûlantes qui empêchent quiconque de s'en approcher. Il est donc naturel que Nibi maîtrise l'art du feu. Matatabi semble être d'affinité Katon car il est capable de créer d'énormes boules de feu fusionnant son chakra et son Katon d'une puissance destructrice. Comme tous les bijou, Matatabi maîtrise également la bombe bijou, couplée de son ouïe, son odorat, sa vue, sa vitesse, sa force et son agilité extrêmement développée, et accompagnée de ces 2 techniques destructrices, tout cela font de Matatabi un bijou extrêmement redoutable. La plus féline des Jinchuriki. Yugito était une kunoichi du village de Kumo et la dernière Jinchuriki de Nibi. Elle est devenue l'hôte à l'âge de 2 ans et a dû subir un terrible et dur entraînement pour lui permettre de maîtriser la puissance de son bijou. Elle était capable de garder le contrôle d'elle-même parfaitement lors de ses transformations, ainsi que de contrôler et d'utiliser l'immense chakra de son bijou, en s'harmonisant avec celui-ci. Yugito n'était pas une personne ayant naturellement confiance en elle, mais elle est devenue grâce à son travail acharné ce qui fit d'elle une kunoichi fière et courageuse. Elle avait un tempérament ferme et réfléchi, n'agissant jamais dans la précipitation auprès de ses coéquipiers. Sa confiance en elle fut mise en avant lorsqu'elle tendit un piège à Hidan et Kakuzu, jurant qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Finalement, c'est elle qui fut capturée et décéda lors de l'extraction de Nibi. Même si ce n'est pas un personnage qui a été au centre de l'action, l'anime nous a permis d'avoir quelques informations sur elle lors de son affrontement avec le duo de l'Akatsuki. Nous avons appris qu'elle était une habile et très puissante kunoichi de Kumo
mot, à tel point que même Killer Bee remarqua son potentiel. Elle était une fine stratège, comme lorsqu'elle fut poursuivie par Hidan et Kakuzu, elle les entraîna intentionnellement dans les profondeurs des égouts et détruisit de manière efficace grâce à des parchemins explosifs les voies d'évacuation, les piégeant et lui permettant d'utiliser à pleine puissance la puissance de Nibi. Lors des combats rapprochés, Yugito pouvait également utiliser ses ongles de main et d'orteils comme arme en les allongeant de plusieurs centimètres, les rendant aussi durs que de l'acier pour devenir de longues griffes acérées. Couplé avec son taijutsu, Yugito pouvait se frotter facilement contre les meilleurs escrimeurs. Même si Yugito ne faisait pas partie des personnages secondaires les plus présents dans le scénario, Kishimoto a tout de même fait un petit travail de recherche dans son background intéressant. Par exemple, sa date de naissance correspond au signe du lion dans notre zodiaque, ce qui est une référence à ses attributs félins. Et en plus, le lion a pour élément le feu. Dans le folklore japonais, le Neko Musume, qui est une incarnation particulière du Bakeneko, que nous avons vu dans le point précédent sur les inspirations de la création de Nibi, peut prendre la forme d'une jeune fille. Ni veut dire deuxième place en japonais. Ça fait référence aux deux queues de Nibi, mais également au fait que Yugito se proclamait second ninja la plus forte de son village. On aime ça. Sanbi et Nibi ne sont pas les bijou les plus mis en avant dans l'histoire de Naruto. Concrètement, Yombi et Rokubi ont été tous les deux plus au centre de l'histoire que nos deux démons. Pourtant, on retrouve un vrai travail de développement dans les démons, mais également dans leur hôte. Et ça, c'est cool. Le fait que Sanbi et Nibi soient tous les deux inspirés d'un folklore, tout comme Kyubi, Hachibi, Yombi et Ichibi, est le signe même d'une coalescence dans le développement des bijou. Et c'est ce qui aurait dû être fait pour tous les bijou. Il y a suffisamment de créatures dans le folklore japonais pour créer des démons développés. Je ne comprends pas pourquoi pour certains, Kishimoto s'est laissé aller jusqu'à créer des créatures sans histoire, sans réel design intéressant et surtout qu'on a déjà vu au sein même de l'histoire. Sanbi et Nibi ne sont certes que des personnages, j'irais dire tertiaires, mais ont un développement complet et intéressant et c'est ce que les lecteurs aiment dans une histoire, les références, les réflexions et le développement. Ce 5 choses à savoir sur Sanbi, Yagura, Nibi et Yugito-ni se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire, à bombarder les likes, le partage et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!